Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui installés à l'ancien collège Truffaut dans le cadre de la Semaine du climat du 1er arrondissement de Lyon, avec une programmation consacrée au climat et au textile. Et qui dit textile dit également matériaux et des matériaux en circulation. Et à ce titre-là, j'ai le grand plaisir d'accueillir à notre plateau Pierre Devaux. Pierre Devaux, vous êtes géographe et enseignant-chercheur au CNRS. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes co-auteur avec Clément Dylan-Séguer et Laetitia Mongeard d'un livre qui vient tout juste de sortir, qui s'intitule Métabolisme, matière en circulation, matière en transformation, un livre qui est paru dans la collection À partir de l'Anthropocène, coédité par les éditions 205 et Cité Anthropocène. C'est ça. Voilà. Donc, pour commencer, quand on dit métabolisme, j'ai l'impression que tout le monde s'imagine quelque chose de biologique. Est-ce qu'on parle bien de la biologie ? Est-ce que vous pourrez nous dire un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Oui, alors l'idée de ce terme, alors effectivement, c'est un concept qui vient de la biologie à l'origine, au 19e siècle notamment, et qui vise à analyser, à appréhender en tout cas la circulation des matières à la fois entre notre organisme et son environnement extérieur et au sein de notre organisme. Et donc aujourd'hui, le terme a beaucoup évolué. Il est donc toujours utilisé en biologie, beaucoup utilisé en médecine, mais il a été aussi réapproprié en sciences humaines et sociales depuis assez longtemps finalement, puisque Marx en parlait, mobilisait déjà le terme pour analyser des circulations de marchandises à l'échelle internationale. Mais il a surtout depuis les années 60 été réapproprié beaucoup par des sciences comme l'urbanisme, la géographie ou l'écologie pour désigner justement le rapport et la manière dont nos sociétés consomment des ressources, les transforment en marchandises et puis les rejettent sous la forme de déchets. Donc c'est une sorte de digestion collective qu'on entreprend ici. C'est une métaphore ou pour vous c'est quelque chose qui est tout simplement en fait, enfin, ce n'est pas une figure de style, métabolisme, Ça reste une métaphore dans le sens où on colle à des processus économiques, alors, qui sont aussi biologiques, mais à plus grande échelle que celle du corps, un terme qui est issu des sciences exactes, comme la biologie ou la médecine. Mais alors ça implique un certain nombre de précautions, puisque l'idée, c'est le risque de la métaphore biologique appliquée pour des champs sociaux, c'est le risque de la naturalisation de certains processus sociaux. Et l'idée n'est pas de dire, justement, au contraire, l'idée est de dire que nous vivons, nos sociétés ont besoin de ressources, de matières qu'elles vont transformer en marchandises, et que cet ensemble d'opérations, en fait, n'est pas neutre, il est géographiquement situé, c'est-à-dire que on ne prélève pas les ressources aux mêmes endroits qu'on les transforme, qu'on les consomme et qu'on les rejette. Il est également le reflet de la structuration sociopolitique de nos sociétés. Il y a certaines personnes qui gagnent plus à ces transformations de matière, à ces circulations de matière que d'autres qui en pâtissent plus ou moins, quand on voit les rejets, les pollutions. Voilà. Et qu'est-ce que ça permet de penser concrètement ? Ça veut dire, qu'est-ce que ça amène de concret de parler du métabolisme plutôt que de penser et de parler simplement de matière ? Alors, ce qui est intéressant justement dans cette notion, enfin, ce qui nous semblait intéressant, et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant dans le livre, c'est le fait que le métabolisme, il permet justement de placer au centre de notre analyse des processus dont j'ai parlé, la question du lien, la question de l'interdépendance, à la fois entre des processus bio-géophysiques et des processus sociopolitiques, mais également entre des espaces, entre des groupes sociaux, puisque on est à la fois dans un rapport avec notre environnement naturel, même si le terme est mal choisi, mais on est aussi dans la compréhension de ce qui est relié par la matière. Et donc, si on prend l'exemple, je ne sais pas, de la consommation d'une banane en France,
cette banane représente un lien que nous avons avec des espaces lointains. D'accord. Où la banane est protégée. Alors, est-ce qu'il y a une frontière là-dedans, dans cette science particulière? Et non, juste parce que potentiellement, ça pourrait nous amener à peu près tout. Parce que... c'est toujours la difficulté de l'usage de ces termes. C'est le risque justement du syncrétisme et le risque de tout définir par ce prisme-là. Et donc, la difficulté justement que pose le métabolisme, c'est que les limites se dissolvent un peu, puisqu'on justement on travaille sur les questions de lien. Et donc, moi, je sais que je préfère parler, plutôt que de parler de frontières, je préfère parler en termes d'intensité, en termes d'intensité des liens qu'on peut tisser. Vous ne vous fixez pas de limites spécifiques, mais non, je pense que ce qui est intéressant, c'est de chercher justement la cohérence autour, soit d'un matériau type. Moi, je travaille particulièrement sur le plastique, et je sais que oui, le plastique nous emmène très loin, puisqu'il est largement diffusé à l'échelle planétaire, mais il permet aussi de fixer certaines limites, c'est-à-dire que on peut arrêter l'analyse à partir du moment où on rentre sur autre chose. Le plastique, typiquement, il est issu du pétrole. Je ne travaille pas sur les carburants pétrole, je me limite à cette niveau-là. Mais donc c'est plus une limite d'appréhension, une limite concrète. Et c'est aussi une démarche qui dépasse les disciplines, naturellement. Donc, exactement. C'est quelque chose qui serait peut-être une sorte de science anthropocène, qui est proche de l'enquête anthropocène, savoir transcender les divisions disciplinaires et aller vers une appréhension peut-être plus globale des phénomènes. Oui, tout à fait. Et c'est ça la force aussi de ce concept, c'est cette capacité à faire discuter des gens qui sont issus d'horizons disciplinaires très différents. Je sais qu'on a pu faire discuter justement des spécialistes en médecine, en oncologie, avec des urbanistes, avec des philosophes, des sociologues. Et c'est vrai que c'est un concept qui permet ce dialogue interdisciplinaire, alors qu'il y a évidemment, comme tout concept, ses forces et ses faiblesses, mais je trouve qu'une de ses grandes forces, et ça rejoint finalement ce que ça permet d'un point de vue analytique, c'est-à-dire travailler sur la question du lien, il permet aussi de créer du lien entre des disciplines, entre des approches différentes. Donc c'est aussi le processus lui-même d'enquête qui va générer des savoirs d'un type nouveau, peut-être? Oui, et là c'est toujours la même difficulté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être spécialiste de tout, et la question, travailler sur un matériau particulier implique de maîtriser un ensemble de dimensions problématiques qu'on n'est pas capable de mesurer seul. Donc ça implique des projets collectifs, des projets d'une ampleur qui parfois peut être lourde à porter, mais c'est ça aussi l'intérêt, c'est d'arriver à saisir dans son intégralité un objet qu'on ait défini le mieux possible. D'accord, donc là j'ai rebondi un petit peu sur la deuxième partie du titre de votre ouvrage, Métabolisme, matière en circulation, matière en transformation. Vous avez un petit peu abordé cet aspect de matière circulante, de transformation. Moi je pense spontanément soit aux ressources, soit aux déchets. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux, ou est-ce que cette question se pose? Oui, alors la question se pose bien sûr. Moi, c'est vrai que je viens à la base de l'étude des déchets, c'est ma spécialité première. Mais c'est justement en travaillant sur ces questions de déchets et en réfléchissant, et puis avec toute cette volonté actuelle qui est portée notamment par des idées comme l'économie circulaire, de redéfinir le déchet comme un ensemble de ressources qu'on pourrait justement réinjecter dans les circuits de l'économie. C'est de se dire, qu'est-ce qui fait le déchet? Si le déchet, dans l'économie circulaire, le déchet n'existe plus quelque part dans une sorte de forme fantasmée. Et donc l'idée, c'est de dire, si on n'a plus de déchets, qu'est-ce que c'est? Donc, une définition, une manière de redéfinir le déchet que moi j'apporte avec cette idée de métabolisme, c'est de dire que le déchet, finalement, c'est un état transitoire de la matière. On va désigner comme déchet un moment dans la vie sociale de ces matières, un moment particulier, mais qui n'est pas définitif. Et l'idée que retransmet le métabolisme, quand même, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Donc finalement, ces matières, même un déchet que vous envoyez dans un trou à côté de vos villes, finalement, sur des échelles de temps géologiques, on retourne dans ces circuits. Donc le métabolisme, ce serait une manière de penser qui serait propice pour rétablir une certaine économie circulaire, ou disons, si on veut s'orienter vers l'économie circulaire, on aurait tout intérêt à nous intéresser au métabolisme pour comprendre les choses dans un contexte plus large.
Oui, tout à fait. L'économie circulaire, justement, alors même si on peut justement critiquer assez fortement les politiques actuelles qui sont mises en place au nom de l'économie circulaire, justement en menant des analyses sur le métabolisme de certains matériaux, en disant bah oui, on dépense beaucoup d'énergie à construire des boucles d'économie circulaire, mais finalement les effets sont assez faibles. On reste très largement dans une économie qui est linéaire, où justement les déchets sont très peu réutilisés, sont très peu recyclés. Et en plus, dans l'économie circulaire, on s'intéresse très peu aux aspects sociétaux, sociaux, au processus historique et tout ça. Alors que vous, au contraire, et dans le livret, il y a un certain nombre d'exemples particulièrement frappants. Alors ça va nous amener en même temps sur le terrain du textile, qui est aussi notre thème. Dans le livre, il est question des chiffonniers du Caire. On avait mis ça un petit peu en avant par rapport à l'émission. Même si, en regardant bien, la question du textile n'est pas la première des chiffonniers du Caire. C'est qui ? Non, alors c'est vrai que je vais pas revenir sur l'histoire des chiffonniers du Caire. C'est une communauté majoritairement chrétienne qui vit en Égypte et qui depuis 60-80 ans s'est vraiment approprié le travail du déchet au sens large, c'est-à-dire le ramassage et la valorisation de certains déchets. Et c'est intéressant justement parce que les déchets qui historiquement étaient valorisés au Caire, c'était justement beaucoup de déchets organiques qui étaient donnés aux cochons, mais aussi des tissus, des os, voilà, ce genre de choses. Donc, le même type de matériaux qu'on retrouvait à des époques à peu près similaires en France, par exemple. Donc, ils s'intéressaient déjà, leur préoccupation, leur métier, c'était le recyclage. C'est ça. Ce qu'on appelle aujourd'hui le recyclage, mais ce qui s'appelait peut-être pas du recyclage à l'époque. Non, parce qu'on était sur et des du tri aussi, parce qu'ils ramassent. Alors, oui, il y a du tri. Alors, le tri, finalement, arrive assez tard, puisque finalement, on voit, ce qui est intéressant avec l'exemple du Caire, c'est qu'on voit se succéder plusieurs régimes métaboliques. C'est-à-dire qu'on voit dans nos poubelles comment nos sociétés en fait se reposent sur des matériaux différents. Donc beaucoup de déchets organiques, beaucoup d'os, beaucoup de textiles. À l'époque, disons fin 19e, début 20e, on a des sources, on le voit. Et on voit un basculement après la Seconde Guerre mondiale et même plutôt dans les années 60, 80, où on voit peu à peu ces matières diminuer en proportion au profit des déchets d'emballage, typiquement aluminium, plastique et carton. Et ce qui fait que, par exemple, le recyclage du textile qui avait été un petit peu amélioré, modernisé dans les années 70-80 avec l'introduction des filocheuses mécaniques au Caire, finalement disparaît peu à peu au profit de matériaux beaucoup plus rentables comme l'aluminium, le carton et le plastique, qui sont vraiment les trois matériaux les plus présents, les plus valorisés. Et on voit finalement que c'est intéressant. Et puis, à côté de ça, en parallèle, il y a une diminution assez drastique de la qualité des textiles qu'on retrouve dans les poubelles, qui fait que le recyclage de ces matériaux devient de moins en moins rentable, au contraire. Et donc, le passage au plastique, qu'est-ce que ça signifie pour ce groupe Alors ça signifie beaucoup de choses, et c'est là que c'est intéressant de comprendre que le métabolisme, justement, c'est pas seulement des matières qui circulent, c'est aussi des groupes sociaux, c'est aussi derrière des négociations, des transactions, etc. C'est-à-dire que le passage au plastique implique, notamment par rapport à une économie qui était beaucoup basée sur les cochons, l'élevage des cochons à partir des déchets, implique de nouveaux acteurs qui vont justement mettre en avant des arguments différents pour se positionner au sein de la communauté. La communauté n'est pas un ensemble homogène, c'est traversé de tensions, de tout ce qu'on peut imaginer d'une société. Et donc, on voit émerger des nouveaux acteurs. Alors, à la fois des nouveaux acteurs qui ont une connaissance des moyens techniques, puisque ce n'est pas les mêmes machines. On va notamment introduire un certain nombre de machines destinées à traiter les déchets plastiques, mais qui vont aussi avoir des compétences relationnelles du type contacter des fabricants en Asie, en Europe pour importer ces machines, puis les recopier localement, faire produire des machines localement. Et on voit justement comment on a une succession d'acteurs
qui ont pas les mêmes, c'est pas les mêmes compétences qui sont mises en avant en fonction des matériaux avec lesquels on traite. Et typiquement, pour le textile, pour les cochons, on était sur des réseaux très locaux, des réseaux qui étaient basés sur de l'interconnaissance, avec une prégnance de liens familiaux, et qui reste présente, mais qui s'est peu à peu étiolée au profit de profils qui sont beaucoup plus ce qu'on pourrait appeler des businessmen du déchet. Et en même temps, il y a cette question de savoir extrêmement précis dans les résines, les fibres plastiques. Moi, ça m'a passionné dans le livre, c'était de découvrir qu'effectivement, nous qui nous intéressons très peu, je pense, à nos propres déchets, tout juste on distingue des choses un peu organiques, des choses anorganiques. En tout cas, le plastique... On suppose qu'il est recyclable, donc on le met dans la benne de déchets recyclables, mais qui dit plastique au pluriel. Il y a une multitude de plastiques et pour le recycler, c'est une science exacte. C'est ça, c'est très compliqué. Alors c'est assez rigolo parce que c'est à la fois une science exacte où on a effectivement, surtout pour l'industrie plasturgiste internationale, on a des normes assez précises, on a une classification des résines, des additifs, alors même si on les connaît pas tous. Mais voilà, on est sur quelque chose d'assez qui paraît de loin assez normé. Et pour autant, quand vous allez au Caire, il y a tout un tas de techniques de faire flotter des cocos plastiques, de les brûler, de les sentir, de les toucher, pour essayer justement de déterminer au plus près la résine, pour savoir comment la recycler. Et dans le cas des textiles, typiquement, l'introduction des fibres en polyester pose des problèmes parce que c'est des plastiques qui sont de très mauvaise qualité, puisqu'ils vont être beaucoup usés avec l'usage, qu'on ne peut pas recycler traditionnellement, c'est-à-dire en recyclage qu'on appelle mécanique, on fait fondre le plastique et ensuite on le repasse dans des lignes pour pouvoir le réutiliser. D'où aussi, et je sais qu'en France c'est un problème qui se pose actuellement, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'arrivées de déchets liés à la fast fashion ou à l'ultra fast fashion, qui sont donc des textiles de très mauvaise qualité, avec beaucoup de plastique à la place du coton. Et donc, on ne sait pas trop quoi faire de ces tissus. Et donc, une des promesses, par exemple, du recyclage chimique du plastique, tel qu'il se développe actuellement en France, c'est de pouvoir prendre en charge ces gisements de déchets et les valoriser. Typiquement, au Caire, c'est des gisements qui posent problème parce que on peut pas les passer dans les lignes de recyclage classiques. Donc, c'est des gisements qui sont perdus, quoi, qui autrefois auraient pu être recyclés via des techniques de récupération des tissus, effilochage et compagnie, qui aujourd'hui ne passent pas dans les machines de recyclage du plastique, donc sortent un peu du circuit. C'est aussi parce que c'est compliqué de déterminer la fibre précise, la composition plastique. En fait, plus le monde devient scientifique, moins il est lisible quelque part. La technicité. Oui et non. Ce qui est difficile, c'est plutôt que comme c'est du plastique de mauvaise qualité, il va pas supporter le processus de recyclage. Parce que il faut savoir que le plastique se recycle pas à l'infini, même si on peut recycler plusieurs fois certains plastiques et qu'il y a toujours des mélanges. On refait jamais des objets 100% recyclés. On remélange avec de la résine vierge. Mais le produit s'abîme avec le temps, le matériau s'abîme. Le plastique, c'est un produit, c'est un artefact humain. Il a été produit, c'est pas un produit qu'on trouve à l'état naturel. Donc, il va s'abîmer, il va se détériorer avec le temps, comme tout matériau. Et on peut, au bout d'un moment, il est fichu. Est-ce que les filières qui produisent du plastique ou qui produisent des matériaux qui rentrent dans la composition des tissus, des textiles, par exemple. Est-ce que cette réflexion du devenir de la matière, de son potentiel de recyclabilité, mais aussi de lisibilité, de savoir tout simplement de quoi il s'agit, est-ce que cette fin de cycle est contenue dans la conception même? Alors, de plus en plus. Ou est-ce que ça commence un petit peu? Est-ce qu'on est dans un changement qui laisse espérer une progression? Je pense qu'il faut rester très mesuré dans nos expectatives à ce niveau-là, mais il ne faut pas non plus dire que rien ne se passe. Il y a quand même des politiques qui sont mises en place, alors sous le couvert de l'économie circulaire, etc. Il y a des structures. Alors là, je vais parler en France, parce que c'est vrai qu'en Égypte, il n'y a pas cette connexion entre les fabricants et les personnes qui prennent en charge les déchets. C'est beaucoup moins... C'est beaucoup moins centralisé, en tout cas. En France, il y a des mesures qui se mettent en place, les lois transition économique vers une économie verte, il me semble, et la loi AGEC ont mis en place des mesures dans ce sens.
Donc, il y a effectivement des systèmes de bonus-malus en fonction de la recyclabilité du produit. Donc, il y a une incitation à y penser, mais qui reste qui a des effets extrêmement limités. Bon, j'espère que le livre que vous venez de sortir avec Clément Dillin-Séguer et Laetitia Mongeard, un livre qui s'intitule Métabolisme, matière en circulation, matière en transformation. J'espère qu'il aidera nos décideurs et toutes les personnes impliquées dans la conception des produits pour s'inspirer des bonnes pratiques. En tout cas, gagner un petit peu de hauteur, un petit peu de point de vue pour considérer les matières comme quelque chose qu'il est indispensable de comprendre pour comprendre les processus de ce monde. Je vous remercie, Pierre Devaux. Merci à vous. Et j'espère que nous aurons l'occasion de vous retrouver bientôt avec les autres co-auteurs du livre. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.